La Manufacture RH vous présente 13e mois. On fabrique 97% de nos principes actifs en France. Et le groupe Servier, c'est une fondation. C'est-à-dire que les bénéfices que nous faisons sont réinjectés dans l'entreprise, particulièrement dans sa R&D. Et c'est un atout pour Servier et c'est une particularité qui me plaît énormément, évidemment. Si on veut faire les choses avec bon sens, il faut les faire au plus proche du terrain et en fonction des gens. En fonction des contraintes des gens, en fonction du niveau de performance des gens, au niveau du besoin d'autonomie des gens. Si on applique la même méthode pour tous, en pensant faire de l'équité, on fait de l'égalitarisme et à la fin on fait des frustrés. Et je ne crois pas qu'on pousse à la performance. Donc je préfère faire confiance a priori, faire confiance au dialogue. Papa, c'est vrai que tu licencies des gens ? C'est la phrase que ma fille m'a prononcée un matin sur le chemin de l'école. Je suis Flaubert, ancien DRH et fondateur de la Manufacture RH, le spécialiste du recrutement et du coaching des fonctions ressources humaines. Avec 13e mois, je vous propose d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font briller les ressources humaines. Qu'ils soient DRH, HRBP, responsables du recrutement ou des relations sociales, ils vont vous inspirer et vous donner une autre vision de ce métier formidable. Bonjour Geoffroy. Bonjour Flaubert. Bienvenue dans 13e mois. Tous les chemins mènent au RH. Alors j'adore répéter cette phrase et vous en êtes l'incarnation même. Votre histoire est géniale car rien ne vous prédestinait à devenir DRH après des études de commerce et une première expérience en marketing puis dans l'analyse de marché. Rien si ce n'est un papa DRH et une envie profonde de rejoindre la fonction et surtout, beaucoup d'audace. Allez, on se met en situation. Nous sommes au bout du monde, en Chine, à une terrasse de café. Vous êtes là, tranquille, à prendre un verre, quand vous entendez, à la table d'à côté, une personne commencer sa phrase en français par ces 4 mots, en tant que DRH. Comme un appel, cette formule magique résonne en vous, et ni une ni deux, vous vous levez et vous abordez la personne. Un déjeuner plus tard, il vous propose de le rejoindre, et depuis plus de 10 ans, vous êtes chez Servier, et vous êtes devenu DRH. Nous allons bien sûr revenir sur cette formidable histoire et votre envie de travailler dans les RH. Et nous allons nous demander comment être attractif aujourd'hui auprès des nouveaux talents et notamment de ceux que vous cherchez à recruter. On va également aborder un autre sujet qui fait l'actualité des ressources humaines et Dieu sait s'il y a de l'actualité dans les RH. On voit en effet désormais émerger une tendance qui vise à offrir une expérience collaborateur de plus en plus individualisée et même personnalisée au niveau des parcours et des avantages, tout ça évidemment pour attirer les meilleurs talents. On va donc regarder si cette hyper-individualisation ne met pas en risque la notion de collectif qui est, pour autant, si importante en entreprise. Mais avant cela, qui êtes-vous, Geoffroy Bellet ? Merci de m'inviter Flaubert et la discussion qu'on va avoir s'annonce passionnante. Je n'en doute pas. Effectivement, donc moi je suis Geoffroy Bellet, j'ai 35 ans. Ça fait 10 ans que j'évolue au sein du groupe Servier dans des fonctions de ressources humaines depuis effectivement ce fameux épisode de la terrasse de café à Pékin où j'étais pour diverses expériences plutôt dans le marketing et le business development comme vous l'avez dit. Mais j'avais au fond de moi toujours cette petite envie de faire des ressources humaines. Certainement que ça me venait de mon père évidemment, mais j'hésitais avec le marketing et puis je me suis dit je veux allier la Chine et les ressources humaines, ce qui est plutôt une niche en tant que jeune Français. C'est assez niché. Et voilà, il n'y avait pas beaucoup d'offres sur le marché que je pouvais explorer sur Internet. Mais effectivement, un jour, à la terrasse d'un café, j'ai entendu quelqu'un dire en tant que DRH. Alors je me suis levé, je l'ai attrapé, je lui ai dit mais c'est fabuleux, c'est ce qu'il me faut. Il m'a dit est-ce que vous parlez chinois ? Je dis non, je parlais pas chinois à l'époque. Et il m'a dit alors moi ça m'intéresse pas. Je me dis mais vous êtes DRH français en Chine, racontez-moi comment vous avez fait. J'ai essayé de pas me décourager et effectivement il m'a invité à déjeuner, on a déjeuné et puis à la fin de ce repas, cette 4e patte du mouton que je n'avais pas, le chinois n'était plus un problème et il avait apprécié et mon audace et mon envie et il m'a demandé de le rejoindre.
C'est comme ça que j'ai intégré Servier. J'ai fait 3 ans à Pékin, à la filiale, en tant que chef de projet ressources humaines. Et ensuite, j'ai bénéficié d'une mobilité interne à la recherche. Je suis arrivé à Croissy-sur-Seine, dans un de nos centres de recherche. Puis quelques années plus tard, je suis devenu DRH de la recherche, des différents centres de recherche que nous avons à Croissy-sur-Seine, mais aussi à Suresnes. Et puis récemment, DRH de la R&D, et pour accompagner nos équipes internationales, puisque la R&D de Servier sont des équipes à l'international, près de 2000 collaborateurs en interne, mais aussi organiser le regroupement de nos activités en France sur le site de Paris-Saclay, où nous sommes près de 1200 collaborateurs regroupés depuis entre février et mai de cette même année sur ce cluster de Paris-Saclay. Oui, vous avez ouvert un nouveau site, c'est ça? Enfin, oui, vous avez ouvert un siège là-bas à Saclay, flambant neuf, il y a pas longtemps, c'est ça? Exactement, c'est un nouveau centre ultra moderne, très ouvert, très connecté aux autres entités du plateau de Saclay, évidemment aux grandes écoles, mais aussi aux autres R&D, à la R&D de Danone qui est juste à côté de chez nous, avec qui il y a beaucoup de synergies à créer. Et toute l'idée d'être intégré dans ce cluster, c'est justement de bénéficier de ce plateau et toute cette intelligence que l'on espère collective qui existe sur ce plateau. La R&D, le plateau de Saclay, c'est bientôt un quart de la R&D de France. D'accord, donc c'est un gros site et site à enjeu. Exactement, c'était vraiment the place to be pour nous en termes d'intégration de nos activités de R&D. Il y avait un enjeu de regroupement de nos activités pour être ensemble, parce que on est persuadé que c'est en étant ensemble qu'on travaille mieux. C'est des enjeux de collectif, évidemment, d'intelligence collective, mais aussi d'interaction spontanée, de confiance qui se crée entre les équipes, et donc à la fin, de performance, je crois. Bon, cette histoire, cette anecdote de la terrasse de café à Pékin, elle est juste, elle est géniale, elle est magnifique, mais vous vous êtes accroché, ça venait d'où cette envie de se dire, je fais du marketing, un peu d'analyse de marché, non mais en fait, ce que je veux faire sont des RH. Eh bien, c'était peut-être naïf, ou c'était peut-être l'adolescent que j'étais encore à l'époque, mais je me suis dit que j'aurais peut-être du mal à vivre toute une carrière en entreprise simplement avec de la stimulation intellectuelle telle que je pouvais l'avoir dans ces métiers de marketing ou de business development. Et je me suis dit, mais moi, je vais avoir besoin de vivre des émotions, des vraies émotions, des émotions fortes. Et j'avais l'impression que c'était dans les ressources humaines, c'était en me connectant avec les gens et en travaillant avec les gens que je pourrais vivre ces émotions fortes. Et je me suis dit, là, oui, je pourrais me lever tous les matins avec ce petit moteur interne bien en marche. Et vous confirmez ces émotions? Absolument. Vous les vivez au quotidien? Absolument. Ouais, tous les jours, il y a ces émotions-là et ça m'anime énormément et pour ça, c'est merveilleux. Même si les métiers des ressources humaines, c'est des métiers compliqués, justement, des métiers à enjeu, des métiers où il y a une mise en jeu de soi-même, justement importante, où il faut se connaître, se travailler, où il faut savoir être indulgent aussi envers soi. Bref, il y a beaucoup à travailler sur soi et beaucoup à progresser. Et c'est ça qui est aussi extrêmement intéressant, je crois. Et le papa des RH, ça a joué aussi dans le choix Oui, j'imagine comme tout petit garçon qui voit son papa et qui l'idolâtre forcément, a envie à un moment donné de lui ressembler. Après, tout l'art, c'est d'arriver à s'y détacher aussi et de faire soi son parcours de DRH, évidemment. Bon, vous et moi, on a chacun 2 enfants, donc je suis en train de réfléchir. Lequel des 2 pourrait devenir DRH? Moi, je pense que j'ai une syndicaliste à la maison, ça c'est sûr. J'en vois bien une, là, ma fille. Bon, après, on va réfléchir à ça, on verra s'ils deviennent DRH ou pas. Les DRH et les syndicalistes partagent plein de choses en commun. C'est vrai, de valeurs, d'empathie, voilà. Cet art de la négociation. Cet art de la négociation. Que les enfants maîtrisent tellement bien. Exactement. Ok, très bien. Merci pour cette présentation et cette introduction. Alors,
J'aime bien poser cette question en premier à tous les DRH que je reçois. C'est quoi votre vision à vous de ce fabuleux métier de DRH ? C'est assez difficile de le définir en peu de termes compréhensibles. D'ailleurs, quand mes enfants, puisqu'on en parlait, me demandent ce que je fais comme travail, aujourd'hui, alors ils ont 5 et 3 ans. Aujourd'hui, je préfère leur dire que je travaille à inventer les médicaments de demain pour les patients. Et donc, je me rattache plutôt à la R&D du groupe Servier, plutôt qu'au métier des RH, parce que c'est quand même compliqué à définir pour des enfants de 5 et 3 ans. Mais si je devais en parler simplement, je crois que je dirais que c'est mettre chacun et le collectif dans les meilleures conditions pour réussir et s'épanouir. J'aime beaucoup cette formule, mettre chacun dans les meilleures conditions pour s'épanouir et réussir. C'est ça, alors on va en parler tout à l'heure, cette notion à la fois de collectif et d'individuel. C'est l'individu dans le collectif, pour le collectif, mais on abordera ce sujet de cette individualisation qui monte de plus en plus, mais j'aime beaucoup cette formule. Et quand vous disiez ce que vous expliquez de votre métier à vos enfants, en fait, c'est logique, le DRH y contribue au business de l'entreprise et au final, au bout de la chaîne, il y a le client et le DRH doit penser à ça. Donc non, j'aime beaucoup la façon dont vous voyez le métier. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler de votre périmètre, de Servier, de ce que vous gérez Bien sûr. Alors, Servier, c'est le deuxième groupe pharmaceutique français, historiquement positionné sur les maladies cardiovasculaires et métaboliques, et aujourd'hui avec de forts investissements dans l'oncologie, les maladies de neuropsychiatrie et l'immuno-inflammation. Le groupe Servier, c'est un groupe qui rayonne dans le monde, puisqu'on est présent dans près de 150 pays du monde, bien qu'on soit extrêmement fiers de notre implantation en France. On fabrique 97% de nos principes actifs en France. Et le groupe Servier, c'est une fondation. C'est-à-dire que les bénéfices que nous faisons sont réinjectés dans l'entreprise et particulièrement dans sa R&D. Et c'est un atout pour Servier et c'est une particularité qui me plaît énormément, évidemment. Et donc, au sein de cette fondation Servier, il y a sa R&D. Sa R&D, c'est 2000 collaborateurs dans le monde et implantés à Boston, à Budapest, Ballerup au Danemark. Et maintenant, sur le plateau de Saclay, où il y a les headquarters de la R&D qui sont implantés. Et donc moi, je suis DRH de ce périmètre-là, voilà, aidé par une équipe d'une petite trentaine de professionnels des ressources humaines avec moi. Voilà. Ok, très bien. Oui, donc une belle équipe, un rayonnement international sur des métiers bien spécifiques, quoi. On est vraiment sur des métiers entre guillemets de niche, mais des métiers extrêmement spécifiques, mais tellement passionnants. Et travailler avec des chercheurs et des développeurs, c'est des gens au moins aussi passionnés de leur métier et de leur travail que nous en ressources humaines. Donc on est une équipe de 2000 passionnés et ça c'est extraordinaire. Je reviens aussi, on parle de votre périmètre et de Servier, je reviens sur l'anecdote de la terrasse à Pékin. La personne qui vous a recruté est toujours chez Servier, vous travaillez toujours avec ? Alors, j'ai travaillé pendant longtemps avec, mais il était plutôt sur le périmètre donc de l'international des ressources humaines et des filiales, et moi plutôt en R&D. Mais on a retravaillé ensemble lors d'acquisitions, notamment des acquisitions aux États-Unis ou des acquisitions de R&D, et on a pu retravailler ensemble. Donc, on se côtoie régulièrement encore et je crois qu'il est plutôt fier de mon parcours, m'a-t-il dit. Donc ça me fait énormément plaisir parce que c'est forcément un mentor pour moi. Oui, il peut être fier de votre parcours et puis c'était un pari aussi, je pense, pour lui. Faisons d'ailleurs le lien avec le sujet qu'on va aborder sur l'attractivité par rapport aux nouveaux talents. Vous disiez tout à l'heure la 4e patte du mouton qui était le chinois.
celle-là, à la fin de notre déjeuner, elle était plus obligatoire. C'est une image que je trouve très importante et quelque chose qu'on voit concrètement et relativement souvent sur le marché aujourd'hui. On définit un profil type qui a, donc c'est un mouton à 4, 5, 6 pattes parfois. Et puis au fil du temps, il y a des choses qui évoluent. Qu'est-ce qui fait selon vous que à ce moment-là, lui s'est dit bon allez, le chinois, je peux le mettre de côté? En tout cas, je trouve qu'il a osé et qu'il a donné sa chance au petit jeune que j'étais, et c'est quelque chose qui m'a marqué et que j'essaye de faire vivre encore aujourd'hui. Il n'est pas le seul chez Servier. Je suis le fruit de la méritocratie Servier, mais on est nombreux comme ça. Et le groupe a su faire cette place aux jeunes et ces paris-là, il faut qu'on continue à le faire, c'est extrêmement important. Mais effectivement, si on en revient à la théorie du mouton, effectivement, trop souvent, je vois et je discute avec des managers qui veulent absolument la personne ready to use et qui me pondent des job descriptions à n'en plus finir, avec maintenant, évidemment, la tendance est extrêmement importante pour nous d'ailleurs, des soft skills. Donc on tartine de hard skills, de soft skills, d'anglais, que sais-je, et on effraie, je crois, beaucoup de candidats qui n'osent pas forcément, puisque en plus nous on cherche pas forcément des profils de marketeurs ou qui ont une confiance en eux extrêmement développée. Donc je crois qu'on peut faire peur en cherchant le mouton à 5 pattes. Et ensuite, moi, je me suis toujours dit que je me méfiais du mouton à 4 pattes. Parce que s'il coche toutes les cases, s'il a déjà fait le même job, dans le même environnement, qu'est-ce qu'il vient faire chez moi? Qu'est-ce qu'il vient apprendre? C'est quoi, lui, son intérêt de venir me voir? Donc je préfère le mouton à 3 pattes qui me dit, moi, j'ai que 3 pattes. Mais justement, la 4e, là, c'est celle que je veux acquérir. Et ça m'intéresse de le faire chez vous. Et rassurez-vous, hein, je sais apprendre. Regardez, dans mon parcours, je vous explique comment j'ai pu acquérir ces 3 fameuses pattes, justement. Elles sont bien ancrées au sol aujourd'hui, bien solides. Et maintenant, chez vous, je vais les mettre à profit. Et moi, personnellement, je vais apprendre et je vais acquérir cette 4e patte. Et ça, c'est un discours qui me va totalement et qui nous met sur un engagement réciproque entre le candidat et l'entreprise. Et j'adore ça. C'est génial ce que vous dites là, c'est cette façon différente de voir en effet le sujet. Pour faire du recrutement, c'est notre métier. En effet, on est souvent là pour rassurer un client qui nous dit voilà, moi, voilà le profil que j'avais, soit je veux l'opposer, soit je veux un copier-coller. En tout cas, voilà les compétences, voilà les soft skills. Allez, vous êtes entre guillemets une photocopieuse, trouvez-moi le profil que je souhaite. J'aime bien cette notion de qu'est-ce que la personne va venir chercher, prendre, apprendre dans une nouvelle organisation. Et donc cette entreprise apprenante aussi qui va apporter quelque chose à cette personne. Ça, c'est vraiment donc quelque chose que vous vivez au quotidien. C'est quoi vos problématiques actuelles, vous, en matière de recrutement? Alors on parlait tout à l'heure aussi, et on va l'aborder, du fait d'être à Saclay. La localisation est un critère aujourd'hui en région parisienne, et pas qu'en région parisienne, mais très très important. Donc quelles sont toutes les problématiques auxquelles vous avez à faire face? Alors, c'est vrai que dans mon histoire là, du mouton à 4 pattes, je suis aidé par le marché aujourd'hui, qui est un marché pénurique en termes de talent dans les métiers de notre R&D en pharma. Donc, de toute manière, il faut qu'on soit pragmatique et on est bien obligé de nous adapter. Et encore une fois, moi, ça me va parce que, justement, vous m'interrogiez sur ma vision du métier de RH, mais c'est aussi ça, c'est faire en sorte que, au fil du temps, l'engagement réciproque, l'accord qu'on a eu lorsqu'on s'est regardé dans les yeux et qu'on s'est dit « Ok, moi, je veux vous recruter et vous voulez nous rejoindre », et que ce rapport équilibré, il perdure dans le temps. Et donc, faire évoluer le curseur tout au long du parcours du collaborateur dans l'entreprise, je crois que c'est un enjeu des ressources humaines aujourd'hui. Parce qu'il y a l'attraction des talents, mais il y a aussi la rétention des talents. Oui. Et qui est au moins aussi compliquée et importante que l'attraction. Alors, pour en revenir à l'attraction, d'abord, il faut, je crois, observer les tendances de fond qui émergent. Les tendances post-Covid, et que l'on observe sur les réseaux sociaux, qu'on observe lorsqu'on pratique le recrutement et qu'on discute simplement avec les candidats, on se rend compte qu'il y a
challenge nouveau qui est fait vis-à-vis du monde du travail, vis-à-vis du rapport au travail, vis-à-vis du rapport à l'emploi aussi. Et à nous de bien l'observer pour bien cerner ces nouveaux besoins. Je crois qu'il y a une tendance de fond qui est la flexibilité. Je veux la flexibilité de lieu, la flexibilité d'horaire. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour répondre à cette demande de flexibilité et d'individualisation. Je ne sais pas trop comment le dire, mais l'idée, c'est je suis quelqu'un d'unique avec des besoins uniques. Ne me faites pas l'offre standard. Discutons, vous et moi, du contrat que l'on pourrait signer ensemble. Et alors, je crois que nous, tout l'art, c'est de proposer des solutions et laisser les personnes choisir ce qu'elles prendraient dans cette offre RH ou cette offre de l'entreprise. Comme ça, nous, on garde une philosophie derrière cette offre. On est en raccord avec nos valeurs. Il y a une congruence entre nos valeurs et notre offre. Et en même temps, le collaborateur, il peut faire son choix. Il peut se dire, moi, ça je prends pas, etc. Et par exemple, dans notre déménagement à Saclay, effectivement, on a dû mettre en place des solutions d'accompagnement des collaborateurs dans le déménagement à Saclay, et puis pour attirer des nouveaux collaborateurs, parce qu'on recrute on cherche là 200 collaborateurs supplémentaires dans les mois qui viennent. Alors, on a notamment proposé un service de navettes. On a mis en place 7 lignes de navettes qui partent de Paris, de l'ouest parisien, pour rejoindre notre centre de Paris-Saclay. Donc, ce sont des navettes gratuites et qu'on met avec le Wi-Fi et qu'on met à disposition des collaborateurs. Donc, dedans, ils peuvent travailler, dormir, discuter ensemble et avoir des pré-meetings. Et donc ça, c'est une solution et c'est une offre que l'on propose. Mais on a mis aussi en place un système de covoiturage, de remboursement de transport en commun, etc. Et donc, on a un panel d'offres et chacun pick and choose ce qui est le mieux adapté pour eux. On a aussi flexibilisé les horaires. On a dit, à partir de notre déménagement à Saclay, vous allez pouvoir commencer à venir travailler dès 6h30 du matin et jusqu'à 21h le soir. Le 6h30, c'est quoi ? C'est éviter les bouchons Éviter les bouchons, effectivement, pour ceux qui le souhaitent. Proposer des choses pour les lève-tôt. Et on a beaucoup de lève-tôt. Notre population de laboratoire sont généralement des lève-tôt. Donc ça les arrange, et puis ça arrange en famille. Moi, je fais le matin, toi, tu fais le soir, etc. On leur a aussi laissé la possibilité, pour ceux qui voulaient faire tôt le matin, tard le soir, de prendre une pause au milieu de journée de 3 heures s'ils souhaitaient, pour aller faire du sport ou aller faire des courses ou que sais-je encore. Donc on essaye d'offrir des opportunités, d'organiser son travail comme on le souhaite, évidemment dans le respect du collectif, et c'est tout l'art de placer le curseur au bon endroit. Donc là, on est sur... on est parti des sujets recrutement, on va y revenir, mais on est allé sur les réponses que vous apportez à ces problématiques de recrutement, j'allais dire augmentées ou un peu complexifiées par la localisation. Pour celles et ceux qui connaissent pas la région parisienne, Saclay, c'est pas le centre de Paris, loin de là, c'est dans le 91. Il faut s'y rendre, et surtout quand on déménage. Et ça, c'est un vrai sujet, j'imagine, de problématique RH, de gérer un déménagement avec les aléas de chacune et chacun. Donc, vous avez apporté des réponses sur l'individualisation du temps de travail. Absolument. Ça se gère comment, ça ? C'est-à-dire que donc, j'arrive très tôt le matin, à midi, je me fais une pause de 3 heures, je vais faire du sport. Ça se gère bien, ça, dans le collectif ? Eh bien, c'est tout l'art de la discussion au plus proche du terrain entre les managers et les collaborateurs pour trouver justement ce point d'équilibre. Et effectivement, ça peut poser des questions, puisque une fois que l'entreprise a négocié et ouvert les possibilités, donc elle a dessiné un cadre des possibles, et donc un cadre des possibles et des impossibles, évidemment, en dehors du cadre, et avec animé par
par des valeurs, par des convictions, sur la confiance, sur le bon sens, en se disant que le bon sens primera, et à laisser donc la place à l'intérieur de ce cadre, à la discussion dans les équipes, à comment on s'organise. Alors évidemment, on laisse pas tout le monde tout seul, mais nous, ressources humaines, on anime des ateliers avec les managers de proximité pour les accompagner et pour être sûr qu'ils puissent mener cette discussion dans les équipes et ensemble trouver ce point d'équilibre. Parce qu'effectivement, il y a des laboratoires où pour des raisons de sécurité, il faut être minimum 2 dans le laboratoire. Donc s'il y en a un qui arrive à 6h30, repart à 15h et l'autre fait l'inverse, on a un souci. Je caricature évidemment, mais il y a de ça. Donc nous, on a ouvert les possibles. Ensuite, il y a une discussion pour trouver l'organisation en équipe en respectant au maximum les prérogatives individuelles. Et c'est la recherche de ce point d'équilibre qui fait aujourd'hui tout l'art du management, je crois. C'est plus simplement faire en sorte qu'on délivre, mais faire en sorte qu'on soit un groupe animé, un groupe d'individualités qui constitue un collectif et que ce collectif fonctionne ensemble et dans la durée. Compliqué, hein. C'est ça, un des enjeux, et on le disait un peu en introduction, mais en effet, cet individu dans le collectif. Et si je reprends ce que vous venez de dire, trouver le point d'équilibre, ça pourrait être un bon résumé aussi du job de DRH. À un moment donné, arriver à trouver cet équilibre dans tout ça. Les jours où je suis fatigué, je dis que c'est un métier de schizophrène, les ressources humaines. Ouais. Mais les autres jours, effectivement, je me dis que c'est un métier d'équilibre. Et la recherche en permanence de cet équilibre est hyper importante. Elle ne peut se faire que par le dialogue et sans certitude, avec des convictions, avec des valeurs, une philosophie qu'on veut porter évidemment, mais sans certitude. Les choses évoluent, les choses sont fluides, il faut qu'on s'adapte en permanence. Et aucun modèle n'est posé ad vitam, donc au plus on est capable de se dire les choses avec transparence, avec assertivité, et que ce soit les prérogatives du management ou celles des collaborateurs, au mieux on trouvera ce point d'équilibre. Donc vous êtes OK sur le fait que, en effet, il fut un temps, le DRH était un peu le gardien du temple du collectif, et il y avait un peu cette phrase « Ah non, mais ça, je peux pas le faire pour toi. Si je le fais pour toi, je suis obligé de le faire pour tout le monde. » Moi, je sais que en tant que DRH, c'est une phrase que j'ai prononcée en disant pas possible. T'imagines ? Aujourd'hui, on est obligé, pour répondre notamment à ces problématiques de recrutement, d'aller sur de l'individualisation, d'aller sur des choses qu'on va faire pour l'un, peut-être pas pour l'autre, parce que l'autre aura besoin d'autres choses aussi. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que vous vivez au quotidien, que vous voyez arriver. Absolument, absolument. On peut pas dire que ça nous chatouille pas ou que ça nous remette pas en question. Mais effectivement, on le voit, il y a des besoins. Si on veut faire les choses avec bon sens, faut les faire au plus proche du terrain et en fonction des gens, en fonction des contraintes des gens, en fonction du niveau de performance des gens, au niveau du besoin d'autonomie des gens. Il y a des gens qui travaillent sur des projets, il y a des gens qui sont experts, qui font de l'analyse derrière des ordinateurs toute la journée. C'est pas forcément les mêmes besoins, c'est pas forcément les mêmes personnalités, c'est pas forcément les mêmes leviers de motivation qu'on va utiliser pour eux. Donc si on applique la même méthode pour tous, en pensant faire de l'équité, on fait de l'égalitarisme et à la fin on fait des frustrés. Exactement. Et je ne crois pas qu'on pousse à la performance. Donc je préfère faire confiance a priori, faire confiance au dialogue. Nous, ressources humaines, on a dessiné le cadre et on aide et on intervient effectivement quand ça déborde et quand il y a des sujets de dérive. Mais on le gère encore une fois si on sait se parler et si on a pris l'habitude de se dire les choses et de se remonter les choses avec les managers, avec les collaborateurs et surtout avec les représentants du personnel. C'est très important. Nous, RH, on a défini le cadre. Je dirais que ce cadre, il est beaucoup plus large qu'avant. Il est même un peu protéiforme. C'est plus vraiment le cadre qu'on a connu il y a encore quelques années. Effectivement, et c'est ce que je vous disais, je pense qu'il va encore évoluer. Donc il faut qu'on soit attentif à ça et qu'on soit pas dans le dogme, qu'on soit dans l'adaptation. Encore une fois, tant que on reste extrêmement solide sur ce qui en revanche est non négociable, qui sont les valeurs de l'entreprise. Et ça, je crois que c'est ce à quoi on peut se raccrocher pour se définir et avancer tous ensemble.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas une petite ou une grosse réticence à la base des managers de proximité quand vous commencez à leur dire, bon, on va essayer d'individualiser, par exemple, les horaires de travail, d'autres choses, les parcours, ou est-ce qu'eux sont pas un peu réticents à la base à se dire, oh, attends, comment je vais gérer? Vous parliez tout à l'heure d'un accompagnement de ces managers de proximité. Je sais pas si vous avez des HRBP ou... Bien sûr. Voilà, donc c'est vraiment ce rôle-là, vous l'avez ressenti, ça, cette réticence? Bien sûr, alors c'est inéquitablement réparti, cette réticence, évidemment. Il y en a qui sont extrêmement moteurs aussi et qui nous aident et qui sont rôle modèle et qui prouvent que c'est faisable aussi à d'autres. Donc c'est extrêmement important parce que s'il y avait que nous, ressources humaines, à porter ce dialogue-là, ils nous diraient, voilà, mais attendez, c'est pas vous qui avez la pression pour derrière produire, etc. Donc nous, je vous rappelle que tous les matins, on se lève pour faire des médicaments parce que derrière il y a des patients qui souffrent et qui n'ont pas le temps d'attendre. Donc nous, voilà, il faut qu'on avance vite et qu'on produise. On a cette urgence-là et on vit avec cette urgence-là tous les jours. Donc on n'a pas le temps de s'amuser. Donc leur dire que leur productivité, leur créativité et leur intelligence collective ne sera pas ébranlée et au contraire, ça va être un accélérateur d'employer des nouvelles façons de travailler. Eh ben oui, c'est pas toujours évident et oui, il faut le discuter. Oui, il faut leur retransmettre ce cadre, encore une fois, le cadre légal, le cadre des pratiques négociées et le cadre des valeurs et leur dire mais voilà, chez nous, on a envie de vivre comme ça aussi. Voilà. Après, à vous de vous en emparer et d'adapter en fonction de vos besoins. C'est sûr qu'une équipe où 100% des collaborateurs font du tertiaire et utilisent juste un laptop pour travailler, c'est pas la même chose que pour ceux qui ont un mixte entre des personnes dans des laboratoires et d'autres qui sont derrière un écran. Ça me fait penser à un sujet, le télétravail. Et souvent, plus j'en discute avec des DRH, plus je me rends compte qu'il y a souvent ce frein qui peut arriver de dire « j'ai une population à gérer, tous et toutes ne peuvent pas faire du télétravail, donc j'y vais quasi pas, parce que j'ai peur que celles et ceux qui ne peuvent pas en faire disent bah, les autres ont droit ». Et donc, je trouve que c'est un peu un nivellement par le bas, même si le télétravail n'est pas l'alpha et l'oméga et que la collaboration et le travailler ensemble doit continuer. Comment vous gérez ça? Alors effectivement, c'est un équilibre, encore une fois. Nous, on croit très fort au présentiel, au travail en commun. C'est tout le sens de notre nouveau bâtiment à Saclay. Hein. C'est un anneau fédérateur transparent dans lequel on se croise très facilement, on se rencontre très facilement pour avoir des interactions spontanées, pour favoriser le mode projet, etc. Donc nous, on croit très fort au présentiel. Après, on croit aussi à l'individualisation et aux besoins de chacun et au fait qu'il faille y répondre aussi. Et qu'un collaborateur qui se repose des temps de transport dans sa semaine est moins stressé et aussi plus efficace. Et on en revient effectivement aussi à cette notion d'équité entre des collaborateurs du tertiaire chez nous qui peuvent être en télétravail sans que ça impacte totalement leur travail et des populations de laboratoire où amener la paillasse à la maison s'avère quand même extrêmement compliqué. Néanmoins, on a pris le risque d'ouvrir en termes de cadre, encore une fois, et de dire mais nous, entreprise, on a envie de dire que oui, c'est possible et c'est aussi possible pour les activités de laboratoire. Alors peut-être pas à la même hauteur, évidemment, peut-être en le découpant autrement, à la demi-journée, en étant plus souple sur la prise de ce télétravail. En tout cas, on laisse les équipes dans les laboratoires s'en emparer. On leur dit, en tout cas, nous, l'entreprise, on le rend possible. On le rend OK si vous arrivez dans les équipes à vous organiser pour... Et c'est le cas aujourd'hui. Notre population de laboratoire a jusqu'à 1 jour de télétravail par semaine. Et c'est pris en fonction des besoins. Il y a des métiers dans les laboratoires où c'est peut-être un peu plus compliqué que d'autres, mais en tout cas, ça fonctionne et très, très, très largement, les gens s'en sont emparés, soit en jour fixe, soit en demi-journée, de manière plus réactive. Je repense au sujet des lignes de bus, que je trouve assez extraordinaire. J'ai l'impression, je me dis, c'est marrant,
Ça existait il y a des dizaines d'années. Ouais. Après, tout le monde s'est dit, transport en commun, tout le monde y va. Et aujourd'hui, vous recréez ça. Ma question, c'est le rôle du DRH dans tout ça. C'est quelque chose qui pilote, c'est-à-dire que je trouve ça assez génial de se dire, quand on est DRH, de toute façon, à déménagement, on est concerné. Il n'y a pas que du droit social, il n'y a pas que des soft skills. On touche à tout. Et là aussi, on est concerné par la mise en place de lignes de bus pour amener les collaboratrices et collaborateurs. C'est extrêmement pragmatique, effectivement, comme approche. Il se trouve que c'est très sympa et qu'il y a une bonne ambiance dans ces navettes en plus et que ça crée du collectif. Donc nous, on se régale avec ça. Mais en fait, ça a émergé. Lors de notre déménagement à Saclay, on a créé une commission d'emménagement Paris-Saclay qui regroupait des managers, des représentants du personnel et des ressources humaines. Et on a discuté de comment faire en sorte que les gens arrivent à Saclay dans les meilleures conditions. Et c'est via cette commission qu'on a discuté de la mise en place de navettes. On a travaillé les meilleurs points de pick-up pour les navettes, les meilleurs horaires pour les navettes, etc. Donc en fait, on l'a construit tous ensemble. Et puis bien sûr, on suit dans le temps comment ça fonctionne et voir s'il faut faire évoluer le dispositif. Mais c'était le fruit d'une discussion et de se rendre compte qu'il y avait un besoin pragmatique. On s'est pas dit c'est old fashion, c'est fashion, quelle marque employeur ça renvoie ou pas. Non, c'était une approche extrêmement pragmatique. Bon, tout sujet dans lequel l'homme avec un grand H est concerné, le DRH est derrière, on est d'accord. Il faut qu'il soit là. Oui, alors ça peut faire peur aussi, si on le dit comme ça peut faire peur à certains. Mais nous, on est là dès qu'il y a de la vie et des prérogatives de l'individuel versus le collectif, bien sûr, on est là. Et animer le collectif, bien sûr, on est là. Mais ça me fait penser à une chose pour le télétravail où il n'y a pas qu'une politique de télétravail qui limite le télétravail. Il y a aussi une politique du présentiel. Qu'est-ce qu'on fait pour donner envie aux gens de venir ? Et ça, c'est un angle qui m'intéresse. Et de dire, mettre les gens dans les meilleures conditions pour réussir, puisque c'était un peu ma définition du DRH, ça passe aussi dans leur qualité de vie au travail et au quotidien. Et si je leur donne envie de venir, si je me dis que chaque journée où ils seront pas sur site, ils diront, mince, j'ai raté quelque chose, et que naturellement ils ont envie de venir, j'ai gagné. J'ai pas besoin dans de la négo dure sur des jours ou des modalités de télétravail. Et alors on a créé un poste de Chief Campus Officer et qui s'attache à animer notre collectif à Saclay et être capable de se brancher aussi au campus Paris-Saclay, de faire visiter notre centre aux étudiants de Polytechnique ou de la faculté de pharma juste en face, qui fait vivre. On a un incubateur à start-up aussi, qui va compter jusqu'à 12 start-up à Saclay, et avec qui on partage notre cafette et certainement nos salles de sport, etc. Donc faire vivre ce collectif, organiser des conférences scientifiques, organiser autour de projets RSE aussi, très important la RSE aujourd'hui, des événements ensemble, ça donne envie aux gens de venir et de venir jusqu'à Saclay. Là où je trouve que vous avez totalement raison, c'est le télétravail, ok, c'est un outil, ça facilite certaines choses, mais le vrai sujet, c'est comment je donne envie aux personnes de venir sur le lieu de travail. Et c'est là où l'entreprise a dû se réinventer, a dû aller chercher des choses, encore une fois, sur les locaux, sur comment on collabore, comment on travaille avec l'autre. Et en effet, je suis peut-être pas là un jour par semaine, mais j'ai envie d'être là 3 ou 4 jours par semaine pour travailler avec les autres, faire avancer les dossiers, les sujets et apporter des réponses. Et à mon sens, on les trouve plus facilement quand on est avec les autres que quand on est chez soi, dans son salon, dans sa cuisine. Absolument. Ok, vous avez prononcé 2 mots magiques, la marque employeur. C'est quoi votre vision du sujet, de ce fameux sujet de la marque employeur ? Oui, le fameux sujet que la marque employeur. Ma vision, c'est surtout être capable de mettre en valeur ce que l'on est,
mais de s'assurer derrière que c'est bien la réalité que vivront les gens une fois. C'est extrêmement dangereux aussi. C'est inflammable, la marque employeur. Parce que les gens sont extrêmement sensibles au bullshit. Et si ils se rendent compte que ce qu'on fait, c'est que de la com et c'est pas ce qu'ils vont vivre derrière, la fameuse congruence, là, on les a perdus. Et à la limite, peut-être qu'ils vont rester dans notre entreprise, mais qu'on les aura perdus quand même. Et ça, c'est terrible. Donc il faut faire extrêmement attention. Moi, je crois que la marque employeur, c'est aussi quand je passe un entretien, quand je fais passer, justement, lapsus révélateur, quand je fais passer un entretien d'embauche, moi aussi, je passe un entretien. Moi aussi, faut que je sois capable de sortir mes messages clés au bon moment. Faut que je maîtrise mon image. Faut que je sois le reflet de mon entreprise et de la réalité qu'il y a derrière. Donc, je l'aborde toujours avec beaucoup d'envie, l'envie de plaire, de séduire, et en même temps d'être extrêmement transparent et authentique, parce que le jour où ça a marché, on s'est serré la main. Ben moi, je vais les recroiser dans les couloirs, ces collaborateurs. Alors, si je dois regarder mes chaussures à chaque fois en me disant ils doivent se dire que je les ai bien nues, ça me va pas du tout. Donc, évidemment que l'authenticité est extrêmement, extrêmement importante. Voilà. Donc, la marque employeur, c'est nécessaire pour mettre en valeur de manière marketée toutes les qualités de l'entreprise, mais faut bien le mesurer, faut pas en faire trop, faut faire ce qui est juste et ce qui est le juste reflet de ce qu'on est. C'est l'authenticité. J'aime bien cette image d'inflammable. En effet, moi je parle de boomerang. Mais oui, et dans ce que vous avez dit là, il y a eu des silences. J'ai adoré ces silences parce que vous avez vraiment, vous êtes allé chercher profondément ce que vous pensez de la marque employeur. Et en effet, moi, le conseil que je peux donner à certains, c'est de dire, faites moins mais mieux. À vouloir en mettre partout de la marque employeur. En effet, il y a beaucoup de bullshit derrière et c'est catastrophique pour les personnes qui vivent au quotidien à l'entreprise et qui se disent mais c'est pas ce que je vis moi, on est en train de en tout cas ou c'est pas ce qu'on m'a vendu. Donc vrai sujet, vaste sujet et attention à ce qu'on y fait, à ce qu'on met dedans. Absolument, moi j'aime bien ce que vous dites sur en faire moins mais mieux et puis trouver des zones où on assume d'être différent, on assume de faire autrement, on assume de pousser le curseur plus fort à tel endroit et pas simplement essayer de cocher toutes les cases de la modernité du moment ou de la mode du moment. D'ailleurs, si on fait le lien avec le recrutement, qui est un des sujets de notre échange du jour, je pense que les talents, c'est aussi ce qu'ils attendent, l'authenticité. On m'a vendu quelque chose, parfois pas besoin de me vendre du rêve, mais de me vendre une réalité. Et c'est ce que j'ai trouvé. Vous êtes en phase avec ça, vraiment, que les personnes que vous avez recrutées trouvent ce que vous leur avez vendu au moment où vous êtes assis. Et j'aime beaucoup aussi ce que vous disiez sur moi aussi, je passe un entretien quand j'en fais passer un. Absolument. Et en tout cas, moi, je suis à titre personnel extrêmement attaché à cette authenticité et au dialogue franc. Puis aussi se dire on s'inscrit parfois dans une ligne de progrès sur certains sujets et qu'on n'y est peut-être pas encore tout à fait aujourd'hui. Et puis c'est pas grave, on se le dit, mais en tout cas on a une dynamique de progrès et voilà ce qu'on a mis en œuvre pour y arriver. Et ça c'est important et les gens sont capables de l'entendre aussi. Donc oui absolument, être ce qu'on est, être fier de ce qu'on est et je crois que c'est essentiel. J'ai entendu tout à l'heure vous disiez on recrute, on recherche 200 personnes. C'est ça ? Oui. C'est quoi les types de profils ? Alors, on cherche tout type de profils, que ce soit en affaires réglementaires, en assurance qualité, que ce soit des spécialistes de différentes technologies au sein de nos laboratoires, des oncologues, des chefs de projet. Voilà, on recrute sur tout le spectre des métiers de la R&D aujourd'hui. D'accord. Et c'est quelque chose qui est en lien avec votre arrivée à Saclay ou c'est de toute façon, on va dire, courant, récurrent dans le business ? Non, là, c'est effectivement... non, oui et non. Disons que c'est en lien avec notre arrivée à Saclay, évidemment, mais c'est aussi la vie que l'on a au sein de notre R&D. Il y a toujours des expertises nouvelles à aller chercher.
Il y a toujours de l'évolution à faire au sein de notre masse de compétences, si je puis dire. Donc, on a toujours un flot de recrutement, peut-être pas à ces niveaux-là, mais un flot de recrutement intéressant chaque année, oui. Avant d'arriver sur les 3 dernières questions que j'ai l'habitude de poser à mes invités, il y en a une que j'ai notée depuis le début et que je me dois de vous poser. Vous parlez chinois depuis ou pas? Alors j'ai appris le chinois justement grâce à Servier, puisque ils m'ont payé des cours de chinois. Donc j'ai appris le chinois, alors pas la poésie chinoise du 18e, hein, mais le chinois pour me débrouiller au quotidien, oui, il fallait. Et je trouve que cet exemple résume très bien notre échange du jour. On est parti d'un prérequis. Quand vous étiez à cette terrasse de café, la personne vous dit « Ah, vous parlez pas chinois, désolé. » Faites preuve d'audace, vous poussez, vous êtes authentique, comme on l'a évoqué. Vous rentrez dans une entreprise qui va vous permettre d'apprendre ce qu'elle vous demandait comme prérequis à la base. C'est elle qui vous l'a apporté, ce prérequis qui n'était plus un prérequis parce que vous avez apporté d'autres choses. J'aimerais juste que les personnes qui écoutent ce podcast se disent, en effet, dans le recrutement, qu'est-ce que je peux décocher de ma checklist et que moi, je vais pouvoir apporter pour aller chercher un talent comme vous, qui depuis plus de 10 ans avez évolué dans l'entreprise. Je trouve que ça résume tout. Je m'étais pas dit des choses comme ça, effectivement, mais c'est très juste. Et mais merci d'avoir remarqué ça et de l'avoir dit comme ça, parce que c'est ce que j'essaye de faire et de faire vivre dans l'entreprise. Mais effectivement, je pense que c'est peut-être assez marqué par cet événement-là. Ouais. Et que les entreprises aujourd'hui se disent autant, ok, qu'est-ce que je veux de la personne, mais qu'est-ce que je peux lui apporter, qu'est-ce que je peux lui apprendre, justement pour que ce soit elle qui me rejoigne. Et ça, on y vient, contraint et forcé, mais on y vient, j'en suis convaincu. Ben, on va terminer par les 3 questions que j'ai l'habitude de poser à mes invités. Allez-y, Flaubert. La première question qui est, alors imaginez un jeune Geoffroy qui a 25 ans et qui se dit, pour le coup là, lui se dit, j'ai envie d'aller dans les ressources humaines. Quel conseil vous lui donneriez à ce jeune de 25 ans? Je lui conseillerais d'apprendre toujours, de toujours être dans la position de l'apprentissage, tout en gardant sa confiance en soi. Je pense que c'est l'équilibre, c'est les deux jambes, pour le coup, de l'humain et plus du mouton, qui permettent d'avancer et d'avancer loin, et d'avoir ce courage-là, d'avoir beaucoup de courage. Voilà, moi je crois au courage. Moi, ma devise, c'est à cœur vaillant, rien d'impossible. J'ai emprunté à Jacques Coeur, et je crois que dans nos organisations, et il faut en avoir. C'est pas si courant, le courage dans les organisations et dans les entreprises. On parle de risques, de prise de risques, etc. Mais le courage, je le vois pas tant que ça, et je pense que c'est important d'en avoir. Courage et courage managérial. Le courage managérial, c'est un sujet. C'est un énorme sujet. Donc, derrière l'authenticité aussi, il y a du courage. Donc, bien sûr. Le courage, c'est important, je crois. Ok, un conseil lecture. Là, on va rentrer dans la période estivale. Petit conseil lecture. Alors, petit conseil lecture. En ce moment, je lis surtout Choupi. Ah oui, logique. Choupi à la plage, puisqu'on rentre dans la période, estivale. Et sinon, moi, j'aime bien les livres qui font lien entre le sport, le milieu du sport et le management. Je pense qu'il y a beaucoup à apprendre, justement, entre la gestion du collectif, de la performance ensemble, et de la gestion des individualités au sein de ce collectif et de cette performance. Il y a aussi le sport, il y a des notions de data, d'intelligence artificielle, de plus en plus. Et donc, comment ils intègrent dans la performance individuelle et collective
la notion de data et d'intelligence artificielle. Je trouve ça assez passionnant. Donc, moi, j'aime bien les bouquins de management liés au sport. D'accord. Vous n'avez pas un bouquin en particulier, c'est plus une thématique? Ouais, c'est plus une thématique. Je laisse chacun. J'en ai lu plusieurs. J'en ai lu un de Christophe Urios, un coach de rugby, qui était très intéressant. Mais il y en a plein d'autres. Et pour faire le lien, là, il y a un triptyque pour moi entre la vie de l'entreprise, les RH, le management, le sport. Mais le lien avec Choupi, c'est aussi l'éducation. Et c'est vrai, je trouve qu'il y a un lien entre tout ça. Vous êtes très fort pour trouver le lien avec Choupi. Ah non, mais... je l'ai sorti de manière extrêmement spontanée. Ouais, mais c'est bien. Moi, je le vois, le lien. Allez, dernière question. Est-ce que vous aurez une personne à me recommander pour un prochain épisode ? Si je rentrais à la maison sans recommander Pauline Nahari, qui est ma compagne et qui est la fondatrice de My CV Factory, qui allie l'accompagnement justement des jeunes au travers le CV, la lettre de motivation, comment se présenter à un entretien, et justement les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle. Elle a développé un outil d'aide au CV avec la relecture via ChatGPT, qui maîtrise bien ces notions d'accompagnement des jeunes et des tendances RH, notamment avec l'intelligence artificielle. C'est assez passionnant. Et en plus, encore une fois, si je ne la citais pas, j'aurais des problèmes ce soir en rentrant à la maison. J'imagine bien. Donc vous l'avez bien citée et je la convierai avec plaisir pour un prochain épisode. C'est très sympa. Geoffroy, merci beaucoup pour tout ce que vous avez évoqué. Je trouve ça très inspirant et je suis certain que les auditrices et auditeurs vont adorer. Merci, bonne route, à bientôt et puis on se reverra peut-être pour d'autres aventures. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Flaubert de m'avoir permis cette expérience et on se retrouve au moins sur les commentaires de ce podcast en ligne. J'essaierai de répondre s'il y a des interrogations ou si certains veulent poursuivre la discussion avec moi. Donc merci encore Flaubert. Super, merci, à bientôt. Au revoir. Bientôt. Au revoir.